Yo que ça vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, bonne année 2019, bonne santé et tout ce qui s'ensuit, plein de bonnes choses, etc. Vous connaissez la chanson. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de film. La vidéo que je fais actuellement n'est pas du tout la vidéo que je vous tease depuis longtemps. Cette vidéo est toujours en cours de montage, J'ai pas fini toutes les scènes de tournage, faut que je tourne mes scènes, quelques autres aussi. Ça avance, alors vous imaginez pas non plus un truc grandiose, J'ai pas non plus les moyens d'un youtubeur comme Joueur du Grenier. Donc comme je vous le disais, nous n'allons pas parler de film, mais de livres. Alors je vois peut-être déjà qui vont dire « Oh non, il va nous ramener sa culture savante de littérature ». Non, on peut très bien faire de la critique littéraire sans faire des trucs chiants. Non, ça va être des critiques simples, bon, un petit peu argumentées, mais je suis pas non plus académicien. Alors je vais vous parler des lectures que j'ai faites pendant novembre, décembre et janvier. Voilà. Et pendant cette période, j'ai lu 5 livres. En vrai, 6 livres, mais le 6e, c'est un truc que j'avais déjà lu avant. Alors le premier livre dont je vais vous parler, c'est Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell, publié en 1936. Alors il y a eu une adaptation en 1939 du livre avec Clark Gable et Lillian Leaf, mais je vais pas vraiment vous parler du film. Alors si je dois parler de Autant n'emporte le vent, il faut d'abord que je vous explique le contexte historique où se déroule l'histoire. Donc l'histoire d'Autant n'emporte le vent commence en 1861. Alors il faut savoir qu'en 1860, les États-Unis étaient divisés en deux. Les États du Nord, ou l'Union, ou on peut appeler autrement les nordistes pour faire plus court, et les États du Sud, les États confédérés d'Amérique, autrement dit les sudistes. Alors les différences entre États du Nord et États du Sud sont un peu compliquées, il s'agit d'économie, de capitalisme, des trucs comme ça. Et notamment aussi de l'abolition de l'esclavage. Tout ça c'est un peu technique. Et en 1861 est déclenchée la fameuse guerre de sécession. L'abolition de l'esclavage serait une des raisons qui ont déclenché la guerre de sécession. Ce sont les États du Sud qui ont attaqué les premiers, donc à Fort Sumter à Charleston, et ce sont eux qui l'ont perdu. C'est quand même très con de leur part. Et donc justement, durant la guerre de sécession, les États du Sud avaient beaucoup de mal à s'en tirer. Au niveau de la survie, de l'argent, c'était très difficile pour les sudistes de se faire de l'argent à cette époque. Mais en gros voilà, la guerre de sécession a duré de 1861 à 1865. L'héroïne de Autant n'emporte le vent est donc Scarlett O'Hara, une Southern Belle, autrement dit une belle du Sud. Ce sont les jeunes filles du Sud qui vivaient dans l'opulence, la richesse, voilà. Donc nous suivons Scarlett O'Hara qui est amoureuse d'Ashley Wicks, son amie, qui lui-même doit épouser sa cousine, Melanie Hamilton. Attention, la cousine d'Ashley, pas de Scarlett. Et oui, parce qu'à l'époque c'était les mariages arrangés entre cousins. C'est génial le Sud. Heureusement que c'est pas ce Sud-là que chante Nino Ferrer, On dirait le Sud. Donc bref, Scarlett O'Hara a un petit peu en travers de la gorge le fait que Ashley va épouser Mélanie, mais voilà, on peut peut-être la comprendre. Et c'est au cours d'un barbecue familial qu'on apprend que la guerre est enfin déclarée. Wouhou, yes! Et je peux vous dire que les sudistes avaient hâte de défoncer les nordistes, surtout les jeunes. Autant n'emporte le vent va donc suivre le périple de Scarlett O'Hara, donc juste avant la guerre de sécession, pendant et après. Comment on va essayer de survivre, se faire de l'argent, parce qu'à l'époque c'était très compliqué. Comment on va essayer de gérer sa plantation de coton, c'est très compliqué à l'époque pour les sudistes. Et donc durant ce périple, Scarlett va aussi rencontrer Red Butler, qui va essayer de la séduire, et même aussi lui demander si elle peut être sa maîtresse. Parce que c'est important de le dire. Alors je n'ai pas aimé le film, notamment parce que Scarlett O'Hara est je suis désolé de le dire dans le film, une connasse, clairement. Mais dans le livre, c'est plus nuancé, parce que dans un livre, il y a un truc qu'on peut faire, c'est raconter les pensées et donc les motivations des personnages, ce qu'on peut pas faire dans un film. Et donc dans le livre, on a les pensées de Scarlett, donc pourquoi elle décide de faire certaines choses qui ne sont pas très morales, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'à propos d'Autant n'emporte le vent, beaucoup de gens ne l'aiment pas à cause de Scarlett, justement. Elle est considérée comme infâme, insupportable, égoïste, tout ça. Mais certaines de ces choses ne devraient pas vraiment être lui reprochées. Déjà, les personnages dans le film lui reprochent qu'elle fasse des affaires, qu'elle se fasse de l'argent, qu'elle a un magasin. En fait, c'est plutôt une fille qui est en avance sur son temps. Elle fait vraiment tout pour survivre, y compris se mettre à dos les conventions. Bon alors, certes, il y a des trucs que c'est pas bien qu'elle fait. Pour faire des affaires et avoir un magasin et donc se faire de l'argent, elle décide d'épouser le petit ami de sa sœur. C'est pas bien. Il faut pas voler le petit ami de sa sœur, c'est pas bien du tout. Bon alors, certes, dans le livre, Sue Ellen, la sœur de Scarlett, est une emmerdeuse. Mais c'est pas bien. Il faut pas. Le fait qu'elle soit aussi méchante, odieuse avec ses enfants, mais bon. Faut dire qu'elle a pas eu vraiment de plaisir physique quand elle les a conçus. Mais c'est pas bien. Il y a ainsi un truc que le personnage lui reproche dans le livre, c'est de ne pas respecter les traditions. Mais honnêtement, si vous connaissiez les traditions de l'époque, vous comprendriez pourquoi. Lorsqu'une femme perd son mari, elle doit être en deuil pendant 1 an. Le premier mari de Scarlett, elle l'épouse pour essayer de rendre jaloux Ashley, mais ça sert à rien, je comprends même pas pourquoi elle le fait. Et justement, son premier mari décède à la guerre, du pneumonie, pour rendre encore plus loser le mari. Elle est obligée de porter le deuil, et attention à l'époque, pour les femmes, quand on vous dit porter le deuil, c'est porter le deuil pendant 1 an,
Porter des vêtements noirs, avoir un voile noir qui te cache le visage. Alors à moins que Scarlett veuille séduire Batman, je comprends pourquoi ça l'a fait chier quand même. Porter des vêtements noirs, mais aussi ne pas participer aux grands événements. Et aussi ne pas s'amuser. On comprend maintenant pourquoi elle n'est pas vraiment dans les traditions. Du coup, comme je leur dis, le fait qu'on a les pensées et les motivations des personnages aide un petit peu à nuancer le personnage. Alors aussi un petit truc quand même qui m'a marqué, dans le livre, la mère de Scarlett, Hélène, est une sainte. Elle est super gentille. Mais dans le film, ils en ont fait une connasse elle aussi. Pourquoi ? Alors maintenant, parlons peut-être plus de la forme, du contenu d'Autant n'importe le vent. Déjà, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il n'y a pas tant de descriptions que ça en fait. Il n'y a pas trop de grandes descriptions de paysages, de vêtements, non. Et ce qui est bien, c'est aussi qu'il y a certains chapitres qui sont entièrement dédiés à comment se déroule la guerre de sécession. On a des chapitres où on explique les batailles, les victoires, les défaites chacun des deux camps, mais aussi comment réagissent les citoyens des États du Sud, comment ils doivent faire leurs provisions, comment ils se font de l'argent, s'ils peuvent se faire un petit peu d'argent évidemment. Alors, parlant des personnages, il y a Ashley Wicks qui est chiant au possible, il est rêveur, il pense qu'au passé, il fait aucun effort pour essayer d'avancer, contrairement à Scarlett. Il est chiant. On a le personnage de Melanie Hamilton qui est aussi ambigu parce qu'à la fois elle est gentille, mais elle voit trop le bon côté des gens. Et parfois ça la rend candide et naïve. Il y a aussi un des personnages que j'aime beaucoup, c'est Red Butler. Parce qu'il comprend tout à fait Scarlett. Il sait quel genre de femme c'est, parfois odieuse, qui veut juste s'amuser. Il sait quel genre de femme c'est. Et j'ai quand même beaucoup de respect pour lui parce que essayer de séduire Scarlett, c'est quand même chaud. Hein. C'est assez compliqué. Alors un truc au niveau du Sud, je sais pas si vous avez déjà entendu la chanson Scarlett O'Hara de Anne. Je vous laisse écouter. Cette chanson est en train de glorifier le Sud, parce qu'après tout, le Sud, c'était quand même bien le Sud à cette époque-là. Les mariages arrangés entre cousins, l'esclavage, essayer de se faire des thunes. C'était génial, hein. Donc, Autant n'importe le vent, j'ai quand même un avis mitigé. Mais c'était quand même mieux le livre que le film. Donc après avoir parlé d'Autant n'importe le vent, parlons de Scarlett. Scarlett, écrite par Alexandra Ripley et publiée en 1991. Il s'agit de la suite directe d'Autant n'importe le vent. Parce qu'il faut savoir qu'Autant n'importe le vent a été écrit en 1936, et en 1991, cette suite a été écrite. Il faut savoir que l'auteur d'Autant n'importe le vent était déjà décédé. Et donc c'est Alexandra Ripley qui s'est chargée de faire une suite. Et c'est une très bonne suite. C'est très fidèle à l'univers d'Autant n'importe le vent, c'est très fidèle au personnage. Vite fait, le résumé, bien c'est la suite directe d'Autant n'importe le vent. Red vient juste de quitter Scarlett parce qu'ils se sont mariés. Et Red décide donc de retourner à Charleston, sa ville natale. Et bien le livre racontera le périple de Scarlett pour essayer de reconquérir Red, par tous les moyens. Et donc son périple va la conduire de Atlanta, ensuite à Tara, ensuite à Charleston et ensuite en Irlande. Parce qu'il faut savoir que les ancêtres du père de Scarlett sont irlandais. Et donc en Irlande, elle va découvrir toute sa famille. Alors honnêtement, je trouve que c'est bien parce que le personnage de Scarlett est plus sympathique dans ce roman. Bon, il y a toujours l'idée de survie à travers le personnage, mais il y a aussi un truc qui fait qu'elle est plus sympathique, c'est qu'elle a un quatrième enfant. Elle a eu un premier enfant avec son premier mari, un enfant avec son deuxième mari, un enfant avec Red, qui a été son troisième mari, mais l'enfant est décédé. Et là, dans Scarlett, elle a un quatrième enfant, et avec cet enfant, elle devient vraiment maternelle. Elle materne vraiment son enfant. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme évolution du personnage. Mais elle a toujours son caractère, évidemment. Ce qui est bien aussi avec ce roman, c'est qu'il se semble vraiment sur Scarlett. Avant, il y avait des personnages secondaires, beaucoup de personnages secondaires, Ashley, Melanie, India Weeks, plein quoi. Mais là, dans Scarlett, il y en a un petit peu moins. Bon, certes, il y en a quand même des personnages secondaires, mais beaucoup moins présents. Il y a par exemple Colum O'Hara, le cousin irlandais. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, je trouve, de se recentrer sur Scarlett. Et aussi, comme Autant n'importe le vent, on a des passages où on explique l'histoire de l'Irlande. Donc ses rébellions, ses résistances. Et je trouve ça vachement intéressant pour l'histoire. Par contre, pour Scarlett, il y a plus de descriptions au niveau des paysages, ce qui est parfois un peu chiant. Mais dans l'ensemble, je trouve que Scarlett est un bon livre. Alors, un petit truc aussi à propos d'Ashley, parce qu'on va quand même au début de Scarlett. On démontre cette fois la stupidité d'Ashley. Alors, il vient de perdre sa femme Mélanie, hein, oui, parce que Mélanie est décédée entre-temps. Et durant l'enterrement, Ashley perd un peu la tête. Alors, certes, il a perdu sa femme, mais il faut quand même pas déconner à un moment. Il décide de plonger dans la tombe. Littéralement, il veut plonger dans la tombe de Mélanie, mais c'est genre vraiment le plongeon, quoi. C'est vraiment, il veut être dedans. Scarlett l'en empêche, et c'est à ce moment-là que je déteste les vieilles dames d'Atlanta dans l'histoire. Est-ce que ces vieilles dames d'Atlanta assistent à la scène où Scarlett empêche Ashley de tomber dans la tombe, et elle critique Scarlett parce qu'il en a empêché. Scarlett a empêché Ashley d'avoir une mort stupide, mais critiquer Scarlett parce qu'elle a sauvé quelqu'un, je trouve quand même que c'est un peu abusé, hein. Faut pas se foutre du monde. Elles auraient réagi comment les vieilles dames, hein, si vraiment Ashley se serait plongé dedans et il serait mort. Oh, regardez ça comme c'est beau. Ashley qui vient mourir en sautant dans la tombe de sa femme. Regardez-moi ça, il y a du sang partout, il a tout redécoré, le cercueil est tout rouge, c'est magnifique. Ah, c'est quand même une vraie grande preuve d'amour. Bon, allons prendre le thé. Oh là là, bordel de merde, il a redécoré toute la tombe celui-là. Oh, il y a du sang partout. Moi qui pensais juste amener Mélanie dans la mort, bah là je vais le marier en prime. C'est bon pour les affaires, ça, une très bonne journée en perspective. Eh ben j'ai pas perdu ma journée. Bon, c'est un peu triste là après tout. Je
Je vais vous parler ensuite de ma troisième lecture, et je vais vraiment être très court parce que c'est vraiment un livre que j'ai pas aimé, La prochaine fois de Marc Lévy. Et honnêtement, avec moi, il y aura pas de prochaine fois. Alors, il faut savoir que j'ai dû quand même regarder sur Wikipédia pour me souvenir du titre du livre. Quand même grave, là. Nous suivons donc Jonathan, si mes souvenirs sont exacts, qui est historien d'art et qui rêve à tout prix de retrouver le dernier tableau de son peintre préféré, Radziński. Ou Raminski, enfin un truc russe, quoi. Donc le dernier tableau de ce peintre. Et donc en allant à Londres pour essayer de retrouver ce tableau, il rencontre Clara, une belle galliériste, dont il va tomber amoureux, alors qu'il est fiancé, et qu'il va se marier dans quelques jours. Ça choque personne? Et comme vous vous doutez, ils vont tous les deux tomber amoureux l'un de l'autre. Hein. C'est tellement prévisible. J'ai vu des comédies romantiques au ciné qui étaient quand même plus crédibles que ça, quoi, merde. Et donc ces deux-là vont essayer de retrouver le fameux tableau disparu, et donc vont se nommer une liaison, voilà, etc. Vous connaissez la chanson. Et ce livre... Mais sérieux, c'était tellement prévisible, quoi, ce qui va se passer. Déjà, le coup de foudre, tu t'y attends. Les personnages sont niais et j'ai du mal à m'attacher à eux. Et qu'est-ce que c'est chiant à lire, des fois, merde. Et voilà, on s'attend à tous les rebondissements et c'est extrêmement chiant. Donc honnêtement, ce livre, on s'attend à tout, quoi, et je l'ai vraiment pas aimé. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Nous arrivons donc à la quatrième lecture dont je vais vous parler. Il s'agit donc de Seras-tu là de Guillaume Musso. Guillaume Musso qui est un auteur français très connu. Dans ce livre, nous suivons donc un médecin de 60 ans appelé Elliot qui se retrouve en possession de pilules lui permettant de revenir dans le temps. Il va donc se servir de ces pilules pour se retrouver 30 ans en arrière afin de revoir la femme qu'il a aimée autrefois et qui est maintenant décédée. Parce qu'il faut savoir que Elliot a le cancer, donc c'est pour lui une de ses dernières volontés de revoir cette femme. Et donc en revenant 30 ans en arrière, il se retrouve en présence de son homologue de 1976. Parce qu'il faut savoir qu'en 2006, Elliot a 60 ans et en 1976, il a 30 ans. Donc il va se retrouver en présence de son homologue de 1976. Et donc, durant ces rencontres, son homologue de 1976 va se rendre compte que la femme qu'il aime va bientôt mourir. Et donc il va tout faire pour qu'elle ne meure pas. Alors franchement, j'ai voulu lire ce livre parce que j'adorais l'idée du voyage dans le temps. Et j'avais aussi très peur, parce que le problème avec le voyage dans le temps, c'est que ça peut être très casse-gueule. Bon, ça a donné de bons résultats, comme par exemple les films Retour vers le futur, qui ont quand même quelques petites incohérences. Mais ça a aussi donné de mauvais résultats, comme par exemple Terminator Genesis, qui était un vrai bordel temporel et j'ai rien compris. Donc voilà, j'avais vraiment envie de lire ce roman avec l'idée du voyage dans le temps. Et je trouve que l'auteur s'en tire plutôt bien, il n'y a pas d'incohérence, vraiment, il n'y a pas vraiment de paradoxe dans le film. Bon certes, il y a toujours la rencontre de soi et ça peut être dangereux, mais franchement, il a tout bien géré, jusqu'à la fin. Et là, j'ai tiqué. Franchement, j'ai tiqué. J'ai vraiment tiqué, quoi, et ça m'a énervé. Parce que, franchement, dans le livre, tout était parfait au niveau du voyage dans le temps. Et là, il y a ce petit truc, cette petite incohérence qui était facile à éviter et qui casse un petit peu le truc. Donc voilà, j'ai moins apprécié le livre. J'ai quand même apprécié, mais voilà, il y a ce petit truc qui fait que ça m'a emmerdé. Sinon, je trouve que les personnages sont quand même attachants. Il y a aussi un truc qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des dilemmes importants entre les deux personnages, alors qu'ils sont censés être la même personne, mais à deux époques différentes. Les deux personnages n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi en ça que Guillaume Musso est un bon écrivain, c'est qu'il sait vraiment bien gérer la tension, le suspense. Franchement, il y a des choses auxquelles je ne m'y attendais pas et j'étais vraiment surpris. Mais honnêtement, c'était quand même un bon livre, malgré ce petit truc, franchement, qui m'a fatigué. Voilà, et ce qui est bien aussi avec Guillaume Musso, c'est que ses livres sont très faciles à lire. Il fait vraiment de petits paragraphes, plein de petits chapitres qui sont intéressants. Il y a aussi vraiment beaucoup d'actions, plein de dialogues intéressants et beaucoup moins de descriptions, et ça, c'est bien, je trouve. Et enfin, parlons de ma dernière lecture. C'est mon préféré. Stephen King fait vraiment partie de mes auteurs préférés. Et là, je dois avouer que Cimetière fait partie de mes livres préférés de Stephen King. Il s'agit donc de Cimetière de Stephen King, paru en 1983. Et rassurez-vous, je n'ai pas fait de faute d'orthographe dans le titre, hein. C'est vraiment comme ça. J'ai donc choisi de lire Cimetière pour deux raisons. Primo, parce qu'il y a une adaptation, qui sort en avril, et très compliqué à dire ce mot adaptation, et aussi grâce à Justice League. Alors pourquoi Justice League ? Eh bien tout simplement dans le film Justice League, le personnage de Flash dit à un moment Pet Sematary. Pet Sematary, c'est le titre original de Cimetière. Et j'ai tout simplement voulu lire Cimetière pour comprendre la référence, tout simplement. Et donc c'est de Stephen King, donc un de mes auteurs préférés, roman d'horreur, etc. Donc j'avais envie de le lire. Alors de quoi ça parle ? Eh bien Louis Creed et sa famille décident d'emménager dans une nouvelle maison dans la ville de Ludlow. Donc ils découvrent la maison et ils découvrent aussi un de leurs voisins qui s'appelle June Crandall. Donc il y a amitié. June Crandall leur informe qu'il y a un cimetière d'animaux qui est installé tout près de la maison. Un cimetière d'animaux qui a été construit par des enfants. Et tout bascule le jour où un des patients de Louis, parce qu'il est médecin de campus, décède, la tête en bouillie. Et aussi où le chat de la famille, Church, décède lui aussi. Et c'est alors qu'après ça, tout va virer au cauchemar. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler, c'est sûr. J'ai vraiment aimé ce livre. Mais vraiment, vraiment quoi. Déjà les personnages, que ce soit Louis, sa femme Rachel, ses enfants Ellie et Gage et June Crandall sont vraiment des personnages attachants.
Stephen King a vraiment bien bossé sur chacun des personnages. Et ce qui est bien aussi que j'aime avec Stephen King, c'est qu'il y a toujours de l'humour, de l'ironie. Alors c'est assez difficile à expliquer comme humour, enfin je saurais pas le dire avec quel mot, mais c'est un peu du même genre que par exemple lorsque quelqu'un que vous connaissez vous présente son fils, son nouveau-né, vous dit regarde comme il est beau. Alors vous dites soit oh mais il est vraiment beau ton bébé, ou alors dans votre tête vous dites vraiment non, c'est un bébé comme un autre, hein, il est moche. Dans le livre c'est les pensées du personnage mais c'est vraiment ce qu'il pense, genre un petit peu d'ironie quoi. Et ce qui est bien aussi avec Stephen King, c'est qu'il sait bien gérer la tension, l'horreur, vraiment l'ambiance du livre. Déjà, pendant toute une durée du livre, ça fait monter crescendo l'ambiance. Déjà, tu commences à avoir peur à un moment. Ensuite, une fois que King a bien installé l'ambiance sinistre, là, il décide de montrer l'horreur, de montrer ce qui est la cause de la peur. Et ensuite, si vraiment vous n'avez pas assez peur, il rajoute des petits détails un peu dégueulasses. Des carcasses sanglantes, des tripes et des boyaux qui sortent du corps, par exemple. Franchement, les derniers chapitres de ce livre sont vraiment flippants. King sait vraiment faire peur dans ses livres. Voilà, donc si vous voulez vraiment un livre glauque, dégueulasse, avec de la peur, Cimetière, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc j'ai fait le tour de ces lectures. Donc ça a été assez long, mais voilà un peu ce que je pense de ces livres-là. Donc voilà, la vidéo dont je vous ai teasé depuis longtemps est toujours en cours de montage, et peut-être que je sortirai ce genre de petites vidéos où je parle des livres que j'ai aimés. Je vais donc vous laisser, je vous souhaite d'avoir de bonnes lectures, et sur ce, je vous dis, auf Wiedersehen!